cette partie qui est une des parties principales du livre, qui est toute la question de marketing, adossée à la Hasbara, donc ce que nous appelons dans les livres la Hasbara marketing, mais qui est un volet de l'attitude gouvernementale israélienne pour améliorer son image des marques, c'est-à-dire cette attitude préactive, offensive, dans laquelle on essaye de mettre une vitrine en avant et cacher la réalité. Mais comme le marketing marche d'une façon limitée, on ajoute au volet de marketing aussi la partie qui est répression. Et ça, on développe dans ces chapitres qu'on appelle séduction, la propagande israélienne, séduction et répression. D'un côté, il y a la séduction, donc l'image un petit peu qui sont venues remplacer les images plutôt anciens d'Israël, qui sont les pionniers, les kibboutz, même les pays de survivance, et qui vient remplacer aujourd'hui Israël. C'est les cinémas israéliens, Tel Aviv, la recherche innovatrice. Mais il y a aussi un volet qui est le volet répression, qui se fait à la fois au niveau de l'Internet, extrêmement présent. Tout ça est piloté par des différents dispositifs de ces énormes machins qu'on appelle la Hasbara, mais aussi les campagnes qui sont la lawfare, la guerre juridique, qui est lancée d'une façon officielle l'année dernière par les autorités israéliennes et qui est relayée, qui est d'ailleurs piloté par 3 ministères et qui est relayé à travers le monde, si c'est par des ONG, des associations, ou par des officines officieuses et officielles, comme en France, ça pourrait être les CRIF, etc. Et c'est dans ces cadres-là qu'il faut comprendre les tentatives de criminalisation, la persécution, les molestements des militants de campagne BDS, les fermetures des comptes de banque dans différents pays. Donc tout un volet qui a un volet répressif dans lequel l'idée derrière, elle est de essayer d'un côté, utiliser la vieille recette, c'est donner une image des boycotteurs, de ceux qui appellent le boycott comme des antisémites. Donc c'est que les autorités israéliennes eux-mêmes appellent la délégitimation de délégitimateurs. C'est difficile à le dire, mais c'est comme ça, c'est délégitimer les délégitimateurs. Ça, c'est une chose. Mais l'autre, et ça c'est plus récent, c'est essayer de trouver la connexion, inventer la connexion, mais en tous les cas donner l'image que les BDS, ils en fait partie, la campagne de boycott des investissements sanctions, en fait partie de djihadisme, de grands mouvements terroristes mondiaux. Mais si nous avons accepté ce défi de nous concentrer, de serrer les livres seulement sur le boycott universitaire et culturel en l'occurrence, et ne pas du tout traiter la question de la campagne de boycott économique, je l'ai dit déjà, c'est aussi parce que c'est les volets les moins connus, surtout en France, alors qu'à l'étranger, on peut dire qu'aujourd'hui, c'est un des volets les plus puissants et les plus actifs de la campagne BDS. Et on peut citer des centaines de figures de la culture mondiale, écrivains, intellectuels, cinéastes, danseurs, plasticiens, etc., qui ont rejoint le boycott à l'étranger, des sociétés universitaires ou des universités, y compris, par exemple, un syndicat des étudiants britanniques, 7 millions d'étudiants, les plus grands syndicats, l'ENUS, qui rejoint en bloc la campagne de boycott universitaire et culturel, ça c'est en 2015, et ce qui explique que les autorités israéliennes, par la voix d'abord du président de l'État, annoncent en 2005, en printemps 2005, que les boycotts universitaires et culturels, c'est les boycotts universitaires, ils l'annoncent, c'est le début des livres, cette annonce c'est une menace stratégique majeure. On parle de l'idée de la menace, on rappelle quand même qu'Israël s'est construit, se constitue, se veut, se prétend et se présente toujours à l'ombre de la menace. Il se trouve que déclarer les boycotts universitaires comme menace stratégique majeure en printemps 2015 coïncide aussi avec la signature de l'accord international avec l'Iran sur son nucléaire,
que jusque-là était la menace stratégique majeure. Donc on peut dire on peut le dire assez aisément, aujourd'hui, les boycotts culturels et universitaires d'Israël représentent aux yeux des autorités israéliennes une menace équivalente à celle de la menace iranienne. Et si c'est le cas, il faut le comprendre par l'utilisation qu'Armel a explosé justement de l'université de la culture israélienne. L'université de la culture israélienne pour laquelle on dédie 2 chapitres, un qui est la réalité de l'université israélienne, c'est une université de la performance, c'est une université de l'invention, c'est une université qu'on la connaît à l'étranger par les travaux critiques en réalité, on montre comment l'université israélienne est loin d'être une université dans laquelle règne une liberté d'expression, une liberté de recherche. En tous les cas, une chose est sûre, s'il règne les silences par rapport à la réalité de la liberté de recherche et d'expression palestinienne, ce qui règne dans l'université israélienne, ce qui est le moteur de la réussite de l'université israélienne, c'est la collaboration militaro-sécuritaire et politique avec les appareils, donc les appareils militaires, les appareils sécuritaires et aussi les appareils de la propagande. On donne des exemples précis qui sont les dizaines de recherches communes qui se font entre les centres de recherche militaires et les centres de recherche universitaires sur des domaines qui sont les assassinats ciblés, les bulldozers télécommandés, etc., mais aussi les théories. Et ça, c'est une partie qu'on connaît peut-être moins, qui sont les théories de la guerre, la lutte des départements de droit de l'université de Tel Aviv avec les départements de philosophie pour, comme ils disent, faire avancer les droits internationaux et les droits de la guerre et l'adopter à la réalité, aux réalités d'aujourd'hui. Et de l'autre côté, l'utilisation de l'université israélienne ou l'utilisation ou le volontarisme de l'université israélienne autant qu'institution, à la fois à produire une grande partie de ce document de la propagande à travers les études du département de Public Policy, département de la Hasbara, des cours spécifiques. Donc ça, c'est les universités qui nourrissent cette partie-là, mais aussi l'université israélienne comme une fabrique de la discrimination à l'intérieur de pays. C'est-à-dire l'attitude de l'université israélienne vis-à-vis de la minorité arabe, la minorité non juive, je dirais, les 20% de Palestiniens citoyens d'Israël et les 5%, disons les 25% des citoyens non juifs de l'État d'Israël, dans lesquels l'université applique d'une façon, je dirais, zélée, la discrimination systématique malgré les annonces formelles annuelles de la commission de droit du Parlement israélien, appelant les universités israéliennes à réduire un petit peu les écarts. Simplement, imaginons qu'il y a 11% des étudiants arabes dans les universités israéliennes, 3% seulement arrivent à des doctorats, et surtout les systèmes sociaux israéliens, mais les systèmes universitaires israéliens est tourné sur les avantages autour de ceux qui ont fait leur service militaire. Par définition, les Palestiniens citoyens d'Israël, dont leur majorité est écrasante, les Juifs ultra-orthodoxes et les quelques sages réfusniques ne bénéficient pas de ces avantages de l'université israélienne.